nous faire aller de l'avant. Alors, chaque fois en réunion de l'équipe radio, nous discutons d'un thème qui pourrait être d'actualité. Et c'est pour ça que nous avons choisi celui-ci qui nous dit, bon, une fois de plus, il y avait panique devant les stations d'essence, avec tous les commentaires, et oui, c'est mon nom, il est trop beau, ah, c'est pas ça. Mais la vraie question à poser, c'est, sommes-nous prêts à affronter les crises majeures? Donc c'est de ça que nous allons parler avec notre chroniqueuse qui rouille dans les brancards, Jessica. Oui, parce que c'est la jeune qui n'hésite pas à prendre les contre-propositions. Donc nous allons parler de ça. Nous aurons aussi des appels d'intervenants qui vont relancer le débat. Alors, en introduction, rapidement, je pense qu'après on va préparer l'appel avec le coordinateur de l'administration alternative populaire. Nous sommes confrontés à 5 menaces existentielles à notre pays comme tout le reste du monde. D'abord, les menaces de catastrophes climatiques majeures. Dérèglement, érosion des côtes, inondations, augmentation des cyclones, glissement de terrain, réchauffement, destruction des cultures, avec les crises alimentaires conséquentes. Ça, c'est la première, la plus urgente, la plus fondamentale. Mais il y a également cette guerre, cette menace de conflit militaire. Tout le monde voit qu'on est impliqué avec la guerre en Iran et la guerre de l'OTAN et de la Russie en Ukraine, et qui entraîne une paralysie du commerce international, augmentation du prix du pétrole, etc. Et évidemment, conséquence des crises économiques majeures pour l'ensemble de la planète. Approvisionnement, nous sommes dépendants à 80% pour notre alimentation, pour tout ce qui est indispensable. On a déjà vu au moment de la crise du Covid que des rayons étaient vides, et c'est là qu'on a vu qu'on était dépendant dans un certain nombre de domaines, mais là, ce sera total. La troisième catastrophe qui nous menace, c'est le fait qu'il y a un fascisme international qui s'impose avec Donald Trump à la tête et puis toute une série de chefs d'État qui lui obéissent, avec des gens comme Netanyahou, qui font que le droit national, le droit international n'existe plus. On ne peut pas fixer de taxes sans être menacé, on est envahi, bref, il n'y a pas de droit international encore. Les libertés individuelles et collectives sont remises en cause. Donc déjà, on aura des difficultés à vivre. Il y en a une quatrième de catastrophe, c'est le fait que les populations sont désespérées, il y a un mal-être généralisé à cause de la destruction de la société, des relations sociales, ce que nous appelons le délitement social. Quand avant, on avait un fait divers extraordinaire, une mère tue son enfant, etc., tous les jours on parlait, mais là c'est systématique parce que tout le monde est déréglé. Donc on a toutes ces difficultés, crise économique majeure, danger de guerre, etc., qui nous convoquent. Mais évidemment, il y a des gens qui se battent. On sait que les Martiniquais sont résilients, on va planter des jardins, tout ça, mais est-ce qu'on est vraiment prêt? Je te pose la question, et après on va faire Mathieu intervenir. Est-ce que tu estimes que le peuple martiniquais est prêt à affronter tous ces défis-là que nous avons évoqués? Oui et non. Développe. Alors, le peuple martiniquais est prêt à moitié. Je pense qu'une partie de la population est prête, mais que l'autre partie n'en a même pas conscience et n'est pas encore prête. Parce que lorsqu'on regarde comment justement certaines personnes consomment, je me dis qu'on peut mieux faire, Ne serait-ce que pour, parce que tu as abordé plusieurs points, ne serait-ce que pour un point, on parle de climat, ne serait-ce que pour ce point-là seulement, je pense qu'on n'est pas au fait. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire, il y a un certain nombre d'actions, de choses à mettre en place, mais est-ce que c'est fait réellement? Je ne pense pas. Puisque malheureusement, on répète les mêmes schémas,
je m'allais pas ni prendre garde, ouais que les coups ils viennent le monde qui couille dans le magasin, c'est à la dernière minute. Donc, ça interpelle. Il y a des acteurs, des militants qui font un travail important, mais on a l'impression que ça n'a pas d'écho. Je pense par exemple à l'école populaire animée par Albéric Marcelin, qui interpelle sur les séismes, ces catastrophes-là. Il fait un travail extraordinaire depuis des dizaines d'années. Il en parle dans des médias, il travaille avec certaines associations religieuses, certaines collectivités, mais on a l'impression que c'est Chaïd Lompanier. Oui. D'après toi, à quoi c'est dû? À quoi c'est dû? Bonne question. Là, tout de suite, j'ai envie de dire au divertissement. Tout ce qui est. C'est-à-dire qu'on est conditionné pour penser à autre chose. Ouais, pour penser à autre chose, on réalise pas, on voit tellement d'images toute la journée de catastrophes naturelles, justement, inondations, etc. ailleurs. Bon, ici, nous protéger quand même, hein. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu ne serait-ce qu'une belle petite tempête tropicale là. Donc j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu relâché. On s'est un peu relâché avant, on avait forcément radio, pile, comment on appelle ça, bougie à la maison. Bon, le prix de la bougie a augmenté, bon bref, ça n'aide pas. Mais maintenant, qui a une radio chez soi, qui a de l'eau de côté? En fait, les gens sont poussés à ne s'intéresser qu'à ce qui est divertissement, oubli. Est-ce qu'on peut les critiquer tellement pour ça, quand on est dans un monde où il y a tellement de difficultés, ce besoin d'oublier, de se droguer, s'évader, ou bien se droguer concrètement, de s'alcooliser pour ne pas penser, ou bien de vivre au mieux les derniers jours de sa vie? Alors, j'ai envie de dire, ben, faisons les deux, on peut faire les deux, on peut très bien s'amuser, sortir, profiter et se préparer au cas où, on peut faire les deux. Pourquoi choisir soit l'un, soit l'autre? C'est un peu ce que je ne comprends pas. Mais ce n'est pas un choix conscient, là, on est conditionné. Ah oui, pour le coup. Mais en tout cas, ce qui ressort de ta réponse, c'est qu'en fait, on n'est pas préparé. Il y a certaines personnes qui font des choses individuelles de résistance, oui. Mais en tant que peuple, on n'est pas préparé à affronter ces problèmes-là. D'autant plus que les gens ne savent pas les expliquer. Ils voient ça comme au cinéma. Tu as dit, bon, tiens, il y a eu une invasion par là, une inondation par là, mais ils ne comprennent pas la liaison entre tous ces phénomènes-là et puis ce que nous aurions à faire. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que malheureusement, les gens deviennent de plus en plus spectateurs de leur vie, de la vie, qu'acteurs. Voilà, ils ne se disent pas que, bon, c'est vrai, par exemple, on parle de la vie chère, on en a parlé, on a fait grève par rapport à ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Parce que moi, lorsque j'entends la vie chère, je me dis, bon, ben, il faudrait peut-être que je me mette à planter certains légumes, certains fruits, il faudrait peut-être que je recycle tout ce qui est bouteilles en plastique, bouteilles en verre. Voilà, donc c'est des verres en moins à acheter, des contenants en moins à acheter. On est spectateur, mais pas acteur. Il faudrait qu'on devienne acteur. Mais tu agis comme ça parce que tu es militant, tu as un certain niveau de conscience. Mais la masse des gens n'a pas les explications. Pour rester sur ton exemple de la vie chère, ouais. Quand il y a eu des mobilisations, quelle était la motivation des milliers de gens qui étaient là? Et quelle solution envisageait-il? Eh ben, pour eux, c'est toujours le magasin. Hein. Aller dans le magasin, que les prix baissent. Magiquement. Mais bon. Alors, c'est là peut-être qu'il faudrait voir que l'explication de fond qui concerne la façon dont les prix sont fixés, l'influence des questions internationales comme la guerre, etc., sur la fixation des prix, n'est pas donné à tout le monde. Au contraire, tu as des gens qui viennent leur dire, mettez-moi là, je vais baisser les prix. C'est les élus qui ne font pas le travail. Les anciens n'ont rien fait. Alors, il fallait un gourou, il fallait un Zorro pour dire aux entreprises, baissez les prix le 1er septembre, sinon je vais me fâcher. Ah bon, ils n'ont pas baissé, ça a augmenté. Mais élisez-moi, parce que c'est à cause des élus que ça passe. Donc, on est hors explication sérieuse et scientifique, on est là dans la manipulation. Et
comment faudrait-il expliquer aux gens la fixation des prix? Et même là, que quand on a compris, comment s'organiser pour faire pression vraiment pour que les prix baissent? Alors, par rapport à la fixation des prix, c'est plus complexe que ce qu'on ne pense. C'est pas qu'une seule personne, puisque tout est lié, hein, tout est lié. Lorsque l'essence augmente en quelque part, puisque l'essence, par exemple, prenons l'exemple de l'essence, ça agit sur plein de choses. On voit l'essence, station essence, mais il y a aussi tout ce qui est plastique. Donc c'est lié, ça peut permettre, ce sont des leviers aussi de négociation pour pouvoir faire des menaces ou pas. Donc tout ça, ça agit sur les prix. Après, pour pouvoir un peu, comment je peux dire ça, cadrer, un peu gérer tout ça, pour moi c'est le boycott, hein, clairement, parce que, je sais pas, le bic il est à 10 €. J'ai un autre bic qui est à 2 €. Si tout le monde achète le bic à 2 €, le bic à 10 € sera obligé de baisser, puisque dans tous les cas, ils ont besoin de vendre ce fameux bic à 10 €. Mais tant qu'on ne comprend pas ça et qu'on achète le bic à 10 €, eh ben, au lieu de descendre à 3 €, il va monter à 20 €. Voilà, donc il faut aussi que nous, en tant que consommateurs, on devienne des consommateurs, qu'on soit conscients de ça et qu'on agisse aussi via le boycott. Pour moi, c'est la solution la plus simple, la plus efficace, la plus rapide à mettre en place. Alors, je rappelle que vous pouvez appeler au 96 0565. C'est bien ça, rappelez-moi le numéro voilà, de la radio à de la radio. Je vais le rappeler tout à l'heure. Pour vous poser des questions et donner des points de vue. Nous attendons déjà des appels. Et tu as abordé un point là, bon, c'est le rôle individuel. Oui. On a un certain niveau de conscience, il y a ces dangers-là qui viennent, on peut effectivement changer ses comportements. Est-ce que tu peux développer sur toutes les conséquences qu'auraient ces changements de comportement, ce qu'il faudrait faire en fait? Oui. Ben, alors déjà, en changeant de comportement, c'est-à-dire changer de mode de vie, puisque ça deviendra carrément un mode de vie, eh ben, on améliore notre santé, puisqu'on contrôle ce qu'on mange. Voilà, que ce soit le fait que l'on plante, le fait qu'on aille auprès des marchands qui vendent des produits de qualité. Je dis les marchands, tout ce qui est agriculteurs, apiculteurs, pêcheurs, etc. etc. Déjà ça, donc meilleure alimentation, on se nourrit mieux. Ensuite, en termes économiques, encore une fois, lorsqu'on plante, on fait des économies, puisque c'est des aliments qu'on n'aura pas à acheter. Voilà, lorsqu'on fait tout ce qui est recyclage, pareil. Quoi d'autre? Il y a plein de choses à mettre en place. Et une fois que c'est fait, eh ben, oui, on économise. Et puis c'est aussi l'état d'esprit, le mindset qui change et qui nous permet de consommer autrement. Oui, alors là tu parles de la lutte contre la consommation abusive, contre le gaspillage. Et puis pour mettre en avant ce qui est essentiel, satisfaire les besoins essentiels. Ouais. Alors, là tu as parlé d'alimentation, mais dans le courant de la vie, la façon de s'habiller, la façon... Dis-nous, sur quoi on pourrait faire des économies vraiment si on se désaliénait, si on se débarrassait, et quel impact ça aurait sur les catastrophes dont nous avons parlé? Eh ben, on serait mieux organisé, mieux préparé, plus conscient. Donc au final, on peut diminuer, réduire les dégâts qu'il peut y avoir après la catastrophe, puisqu'on est prêt déjà. On le voit, de plus en plus on commence à construire de façon parasismique. Il faut qu'on ait aussi l'éducation de ça. On sait que dans d'autres pays, ils font des simulations, voilà, puisqu'on sait que il se peut qu'un jour on ait un séisme qui sera élevé, on ne sait pas juste s'il sera profond ou pas, puisque la profondeur c'est important, ça définit, c'est un peu dur à dire, mais ça définit le nombre de morts qu'il y aura, parce qu'il se peut qu'il y ait des morts. Donc comment on fait pendant, après, voilà. Donc après ça, c'est aussi la solidarité pour moi. Il faut que nous soyons solidaires, que nous sachions faire preuve de solidarité pour pouvoir y arriver. En termes de vêtements,
Alors, bon, on peut apprendre à faire ses vêtements, on peut mieux se vêtir aussi, parce qu'on a vu que même au niveau des vêtements, on s'est européanisé également, puisque c'est pas comme ça que nos ancêtres s'habillaient avant. On n'est pas obligé de mettre de la marque pour être stylé, par exemple, puisque la marque, c'est le prix de la marque que l'on paye et pas forcément, malheureusement, la qualité du vêtement. Donc c'est vraiment un mode de vie à changer petit à petit et à tous les niveaux en réalité. Même pour tout ce qui est produits capillaires, parce qu'on voit que la Martinique, on a ouais, une pharmacopée qui est riche. Certaines plantes, on peut en faire avec, par exemple, là je pense à l'hibiscus, on peut faire un shampoing avec, soin. On a la fameuse plante savonnette. Ça fait ça ressemble à une quénette, tu mets dans tes mains, ça fait du savon, mais c'est magique. Donc on a du savon là, t'imagines, tu plantes un pied de savonnette chez toi, citron, tout bail, t'as tout, hein, t'es tranquille. Alors, il y a une question qui nous est posée par notre stagiaire. On t'écoute. Alors, selon vous, quelles seraient les leçons à tirer des crises passées, alors qu'elles soient sanitaires, économiques ou énergétiques? Alors, tu commences à répondre. Oui. Bonne question. Eh ben, il ne faut pas paniquer parce que assez souvent, lorsqu'on a des crises qui s'annoncent, qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on constate? Le premier réflexe, c'est « Oh, oups, j'ai pas ce qu'il faut à la maison ». Tout le monde court dans le magasin. Normalement, ça ne devrait pas être le premier réflexe de courir dans le magasin parce que ça veut dire qu'on n'était pas prêt, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, ça veut dire qu'on n'y a pas pensé, qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Alors de là, faire la pointe, je ne sais pas, oui, mais de ce que je vois, c'est plutôt... mais vous savez, un petit peu comme la cigale et la fourmi, les cigales courent au magasin. Donc bon, déjà ça interpelle. Ensuite, on a vu aussi certaines personnes, vous vous souvenez, qui remplissaient le congélateur, plus d'électricité, les denrées sont perdues. Donc peut-être aussi notre façon de revoir, de repenser les situations de crise. Lorsqu'il y a une crise, il faut peut-être plus penser, comment on appelle ça, réchaud, bougie, médicaments, conserves, que de penser viande, frites, je sais pas, glace, voilà. Quoi d'autre? Ouais, c'est ça, hein, parce que les gens stockent beaucoup, c'est ce que j'ai pu voir. Et puis peut-être au niveau aussi des tout ce qui est collectivité, etc. Est-ce que eux-mêmes aussi, en tant qu'infrastructure, est-ce que eux aussi sont prêts? Je ne suis pas totalement sûre, même si pourtant ils font des exercices. Mais je n'ai pas l'impression que nous soyons prêts. Par exemple, si on doit faire un accueil d'urgence, là je pense à ce qui peut se passer avec la montagne Pelée, hein, notre belle montagne Pelée qui n'est pas si endormie que ça. Moi, je ne comprends pas, par exemple, pourquoi il n'y a pas des sortes de bunkers, je ne sais pas, sur Toussaint-Pierre et ses alentours, puisque nous savons que la montagne Pelée n'émet pas que de la lave, mais qu'elle émet une nuée ardente qui peut aller à combien de kilomètres/heure. Donc, pas qu'il y ait même ni temps chapé couille. Tu vois, par exemple, moi, sur Toussaint-Pierre et les alentours, moi, je vois des bunkers pour accueillir la population. Comment ça se fait qu'on n'ait pas ça? Parce qu'on sait que c'est une éventualité. C'est comme si on est endormi. Moi, savent que nous joguons, mais... Alors pour compléter sur sa question, les crises passées nous ont appris beaucoup de choses. D'abord, c'est que c'est pas le fin qu'on mettait quand arrive en diffus. Déjà. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir les choses préparées. Dans les crises qui ont lieu à Cuba et Haïti, si on fait une comparaison, à Cuba, il y a un travail de préparation extraordinaire qui est fait. C'est-à-dire que dans chaque maison, dans chaque quartier, on sait, en cas de catastrophe, il faut faire ci, vous allez là, etc. Ils ont les matériaux et le matériel nécessaire dans les différents quartiers pour pouvoir tout de suite aller libérer les routes, etc. Et pratiquement
il y a très, très, très peu de morts dans ces catastrophes-là. Quand on a des catastrophes en Haïti, des milliers de gens, parce que les collectivités, l'État n'a rien préparé. Je vais continuer à répondre à tout à l'heure parce qu'il y a une question qui est posée par notre autre stagiaire. La répétition de ces événements montre-t-elle notre vulnérabilité face aux crises? Oui. Alors, bon, je vais répondre sur ça. Je finis sur la première partie. Je dis que, donc, il y a des dispositions qu'on prend avant, et puis il y a la culture populaire. Si on s'appuie sur la culture populaire, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale avec l'amiral Robert, le fasciste. Les gens disent qu'il y avait de la misère et tout, mais c'est ni jardin planté. Mais c'est ni solidarité. Et donc, les gens ont pu survivre. Et très vite après la guerre, l'économie a redémarré. Mais aujourd'hui, où il n'y a pas de soubassement, ce sera beaucoup plus difficile. Tu parlais tout à l'heure de la moitié qui est positive. Il y a des gens qui ont pris conscience de ça, puisqu'il y a de plus en plus de marchés collectifs, de jeunes, d'organisations qui se préparent. Mais il manque peut-être la question de la cohésion sociale. Il y a plus près l'église et clocher. Les leçons des crises passées montrent que 80% des gens qui sont sauvés après un séisme, après une catastrophe, le sont par les voisins, par les gens du quartier. Le temps que les pompiers, que l'État arrive, etc., surtout quand les routes sont coupées, il y a beaucoup de gens qui pourraient mourir aussi. La population ne prenait pas ça en main. Donc, il y a cette cohésion sociale et cette prévention dans l'accumulation. Et tu as très bien dit, le choix de succomber pour se protéger et qui ne risque pas d'être perdu en cas de coupure d'électricité, tout ça, c'est important. Donc, on va répondre maintenant à la question de... Alors, dites-moi les prénoms là, parce que... je dis le stagiaire, la stagiaire, c'est pas sérieux ça. Daniel. Voilà, Daniel et... Kaïta. Daniel et Kaïta. Tant pour moi. Et donc... Daniel, tu disais, tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Au fait, j'ai demandé, est-ce que face aux vulnérabilités, est-ce que nous sommes prêts? Pas totalement, hein, pas totalement. Alors, je sais que de plus en plus on s'organise, mais j'ai pas l'impression de ce que je vois, de ce que j'observe. Peut-être un peu plus, puisqu'on voit que différents organismes essayent de sensibiliser. Les militants aussi et autres associations conscientisent. Mais alors, justement, la question, vous avez de quoi tenir chez vous? Honnêtement, pas vraiment ce qu'il faudrait. Tu vois? Donc, dis-moi, oui, non? À moitié? Voilà, il y a un kit D'accord. qu'on nous a donné, que la mairie a donné. Ouais. Mais ce qui est denré, D'accord. Iwamiti. Eh ben oui, et même les kits qu'on nous donne, que ce soit à la pharmacie, il faut les ouvrir. Parce qu'on a tendance à avoir les kits, on les met là. Il faut les ouvrir parce que parfois, il peut manquer certaines choses utiles, ou bien par exemple, ne serait-ce que des ciseaux qui coupent des fois. Donc n'hésitez pas à vérifier vos kits aussi de survie, à en faire, parce qu'il faudrait qu'on en fasse, les fameux kits de survie ou des valises avec des vêtements et tout. Parce que là, non, je pense pas. Et puis, lorsqu'on pense catastrophe, lorsqu'on pense crise, on pense souvent à la nourriture, mais on ne pense pas aux vêtements, aux médicaments. Oui, ceux qui ont des traitements et tout ça. Voilà, on ne pense pas à ce genre de choses, ceux qui ont des bébés, voilà. Je ne sais même pas comment les agriculteurs, par exemple, feront avec leurs animaux, parce que même en termes, même dans tout ce qui est ces métiers-là, il faut qu'eux aussi, en tant que chefs d'entreprise, pensent à ça également, tu vois. Alors, tu as parlé des collectivités
tout à l'heure qui ne prennent pas en charge suffisamment. Et en même temps, Daniel disait que la collectivité leur a donné un kit. Donc, il y en a qui sont sensibilisés, mais est-ce que le vrai problème n'est pas le fait que les collectivités n'ont pas le pouvoir de définir des politiques globales de prévention, qu'elles sont limitées par les compétences qui sont attribuées, et puis surtout par les budgets, parce que de plus en plus les collectivités n'ont pas d'argent pour travailler, et alors évidemment il y a des politiciens qui disent je vais faire pour être élu, tout en sachant qu'ils ne peuvent rien faire, mais est-ce que ça ne nous amène pas à voir que pour régler le problème de la préparation, il faut poser aussi la question des compétences et de la volonté politique des collectivités. Question. Oui, c'est important, hein, la volonté politique. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de leur dire, faites le maximum que vous pouvez faire. Par exemple, tu ne peux pas donner des kits à la population, fais de la prévention dessus. Mais est-ce que la première chose, la première responsabilité de la collectivité n'est pas de dépasser ses compétences données par la Constitution pour aller dire dans chaque quartier, et maman, je sais il fait élection et campagne électorale dans le quartier autres, mais je dis à mon cabinet pour dire, on nous fait une réunion, où est-ce que ça nous a fait? On n'a pas besoin d'argent pour ça. Non, voilà. À un moment, il faut le vouloir, il faut y aller, il faut le faire. En plus, on sait faire preuve d'ingéniosité. Comme tu dis, pour certaines choses, on n'a pas besoin de financement. Ils ont déjà un matériel qui est là, une force humaine qui est déjà présente. Donc, à un moment, il faut pouvoir faire avec les moyens que l'on a et y aller. Hein. C'est ça aussi le travail de ceux qui sont dans les collectivités, c'est de nous épauler, d'être là avec nous. C'est pas seulement d'être les spectateurs, c'est pas le roi qui est assis sur son trône, hein, c'est le leader qui va au devant du problème. Voilà, il faut y aller, il faut le faire. Mais malheureusement, je trouve que c'est timide. Quand c'est fait, c'est un peu timide, mais au moins c'est fait. Et quand c'est pas fait, c'est pas fait, c'est inexistant et c'est problématique. Alors, nous allons demander à Mathurin s'il peut appeler maintenant là pour pouvoir donner le point de vue de l'administration alternative populaire, justement, qui essaie d'impulser une réflexion sur ça. Mais en attendant qu'il nous appelle, je reviens en arrière sur la question des séismes dont tu as parlé tout à l'heure. Alors, ce n'est pas pour effrayer la population, mais il faut savoir que les scientifiques qui étudient notre géologie ont établi que tous les siècles, tous les 100 ans, il y a un séisme majeur dans la Caraïbe et en particulier en Martinique. Et nous sommes en retard sur les 100 ans qui sont déjà passés par rapport au grand séisme qui avait détruit Fort-de-France, etc. Nous sommes déjà en retard, ce qui veut dire que du jour au lendemain, on peut avoir un séisme majeur. Et donc, avec toutes les conséquences. On sait qu'il y a un habitat qui est précaire, on sait que c'est petit à petit qu'on met les établissements publics aux normes antisismiques, mais pour la plupart des gens, on n'est pas prêt. Par exemple, ce qu'ils appellent les maisons folles dans le jargon, c'est-à-dire qui n'ont pas de permis demandé, etc., sont des lieux où on aura beaucoup de dégâts. Alors, est-ce qu'il en a l'appel là? Oui. Donc, je vais revenir sur ça pour dire que ce n'est pas toute théorie qu'il nous faut nous préparer maintenant et aujourd'hui. Alors, nous écoutons maintenant Mathurin, Alexandre Alexis, qui est coordinateur de l'administration alternative populaire. Bel bonjour Mathurin, tu es à l'antenne. Bel bonjour. Ah ben non, il n'est pas à l'antenne, il arrive il est en physique. Alors, il vient rapidement avec une chaise là et un micro. C'est magique ça. Alors, on va demander à Mathurin de venir avec sa chaise tout près de nous là. Ah oui, on est en direct, d'accord, mais c'est ça les aléas du direct. Ah ben oui, viens, voilà, viens on s'adapte, hein, comme il faudrait s'adapter pour une crise quelconque, il faut être capable de pouvoir s'adapter. L'être humain, c'est à venir. Voilà.
Alors, oui, alors je vais enlever cet ordinateur. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Eh bien, bonjour Mathurin. Bonjour. Je sais qu'on se prépare. Hier encore, tu étais dans un coup de main à Balata avec une centaine de gens pour préparer la nourriture dont nous aurons besoin au lendemain de la catastrophe. Et donc, voilà. Et donc, est-ce que tu peux répondre à la question que nous avons posée pour ce débat-là, à savoir, sommes-nous prêts à surmonter une crise majeure de notre pays? Et sinon, comment poser le problème? Bonjour tout le monde. Bonjour les animateurs, animatrices, Radio Apalgique en route. Les internautes qui nous écoutent. Très belle émission, parce que qui est à l'ordre du jour, hein, c'est les réflexions majeures doivent porter surtout sur cela. Les crises, comme on dit, quelle que soit la sorte de crise, que ce soit les cyclones, c'est ce que nous subissons un peu plus pour l'instant, tremblement de terre, tsunami, malheureusement on ne le souhaite pas, mais ça fait partie des crises naturelles et aussi des crises économiques, nous sommes en plein dedans. Je veux dire que le peuple martiniquais, je dis volontairement, n'est pas prêt, mais quand même il y a espoir. Il n'est pas prêt. Pourquoi? Nous sommes un pays colonisé, dominé par la France. Lorsqu'on est dominé, on est soumis. Et le dominant fait tout, enfin, toutes les puissances financières ou économiques qui essaient de gérer, de contrôler le monde, tous ceux qui sont sur leur coupe, tous les pays qui sont sur leur coupe, ils font tout pour qu'ils puissent ne pas souffrir, entre guillemets, de ne pas subir le poids de ces crises. Donc ils volent tout de suite à nos secours. Ce n'est pas pour nous, mais c'est surtout pour leur prestige et notre environnement, pour montrer à nos frères, nos sœurs dans la Caraïbe qu'ils nous portent dans ces gouvernements, nous portent dans leur cœur, donc ils viennent tout de suite à nos secours. Donc c'est pour de la propagande. Donc il y a quelque chose à faire qui a déjà commencé depuis plus d'une cinquantaine d'années, on va dire. Le Martiniquais a déjà pris en compte ces différents problèmes et surtout la nouvelle génération qui arrive avec tous les moyens techniques, les moyens qu'ils ont pour comprendre et connaître comment fonctionne un pays, comment ça fonctionne de manière générale et qu'ils prennent déjà conscience de cela. Donc il y a encore le gros travail à faire, c'est vraiment de consolider la prise de conscience pour que nous puissions faire face à ces difficultés. Quand je dis qu'il y a plus d'une cinquantaine d'années que le Martiniquais déjà se rapproprie des terres, de sa terre, de la richesse qu'il y a dans ces terres et les mettre en valeur. Donc c'est une très bonne chose, mais il faut continuer et puis former l'esprit. Il faut surtout développer l'esprit collectif. Et puis les deux mots d'ordre sont principaux, c'est l'entraide et la solidarité. C'est dans ce contexte-là que nous allons pouvoir avancer, parce qu'il faut que nous mettions en tête que nous sommes une île, nous sommes entourés d'eau. Donc l'image est très bonne pour qu'on se tienne par la main, pour ceux qui ne savent pas nager, pour qu'on ne les perde pas. Donc il faut garder tout le monde. Donc pour garder tout le monde, il faut les mettre dans le même état d'esprit. Et je vais donner... Tu m'as posé la question concernant la journée qu'on a eue, que l'administration alternative populaire a appelé le maximum de Martiniquais et de Martiniquaises de tout âge pour venir sur un terrain qui est en friche, mais un terrain qu'on va dire qui est très riche, qui a déjà produit dans le passé, mais qui est abandonné, et que nous avons pu réunir plus d'une vingtaine de personnes, au moins 25 personnes, qui, je vais le dire parce que le premier geste que j'ai retenu, c'est que ces 20 personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier lieu? Ils ont déposé leur portable. Parce que le portable, c'est un outil qui fait avancer, mais aussi qui conditionne l'esprit pour tous ceux qui sont déjà addicts, qui sont déjà accros. Donc c'était une très bonne chose hier, et ils se sont consacrés à la tâche qui devait être faite. Donc,
défricher, sarcler, tridenter, pour planter. Et planter quoi? Planter pour se nourrir et se soigner en même temps. Et c'est ça qui est primordial dans la vie. La vie d'un être humain, la première chose, c'est de pouvoir manger. Pas que ça, mais une nourriture qui lui permet de développer son esprit, qui le soigne en même temps, parce que tout ce qu'on mange, ça va dans le corps, mais aussi ça va dans l'esprit. Donc, et c'est dans ce sens, à partir du moment qu'on se nourrit de manière saine, ben, on a un bon état d'esprit et on tient toujours à préserver ou à consolider ce qu'on fait. Parce que nos parents nous disaient, oui, ou goda pour les points goda ou les points cailloux, mais il faut qu'on peut pas manger. Parce que ça. Et il faut qu'on couvert tête en l'air avant, tête en bas. C'était des belles paroles significatives qui tenaient un sens. Donc ça, j'ai très bien retenu parce que, anecdote, personnellement, à partir du moment où j'ai voulu vraiment laisser la maison familiale, la maison parentale, et que prendre mes responsabilités, la question que je me suis posée, c'est mon père qui me donnait tout ce que j'avais besoin. Eh ben, je me suis posé la question, quand il sera plus là, comment je vais faire? Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, si je pars, je ne dois pas revenir lui demander à manger. Je peux venir manger avec lui, épisodiquement, lors d'une fête, comme ça. Mais à chaque fois que j'ai un souci, je vais frapper à sa porte et m'asseoir autour de sa table. Pas grand. C'est ça. Parce que se nourrir, ça dégage chez l'être humain une grandeur, une force. À part du moment où on peut battre comme boire et manger, au fond. Et tout le monde qui respecte. Personne ne peut pas faire prendre le moustache pour l'être. Et ce qui est important dans la vie d'un être humain, pour comprendre que nous devons faire ce travail d'éducation pour la population, c'est vrai que nous sommes dans un système qui nous a tout mis en vitrine pour nous. Belle vitrine, belle présentation, belle lumière, de déo, encore juste dans le fond bâtiment. Donc, ça attire, c'est fait pour ça, c'est fait pour garder. Comme papillon. Papillon, quand il y a les miens, ça rappelle les ailes. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas critiquer les gens parce qu'ils sont consommateurs. Ce n'est pas de leur faute. Ça fait des années qu'on les a conditionnés de ces esprits. Donc, la meilleure façon de combattre ça, c'est de créer en face. Et c'est ça que l'administration alternative populaire essaie de faire, c'est de créer des contre-pouvoirs, ce qu'on appelle contre-pouvoirs, et donner un choix. Donner un choix à la population, qu'il soit adulte ou jeune, que vitrine belle, mais on est bien dans la main, c'est où qui fait, c'est où qui produit, où planter. Hier, on a planté, dans 15-22 jours, ces mêmes personnes, s'ils étaient satisfaits de la journée d'hier, vont revenir, on va dire bravo, ils vont voir qu'ils n'ont pas perdu le temps ce jour-là. Il y avait une bonne raison de déposer le portable. Et qu'ils vont voir que les boutures qu'ils ont mis en terre poussent déjà, germent, donc avec l'espoir de se nourrir de ce qu'ils ont planté. C'est ça l'esprit qu'il faut développer. L'esprit de la combativité, l'esprit de la création. Parce que moi, on m'a dit un jour, il a dit, oui, mais comment on a fait? Je dis, mais la vie chère. Je dis, mais la vie qui est moins chère, la vie sera moins chère si nous achetons avec notre esprit, pas avec nos yeux. Belle parole. Parce que si on fait pour garder, ça attire, la belle, quoi, mais bon. Ouais, Pourquoi besoin de mettre dans le caddie? Là, quand on va mettre, il pas ça. Donc, ce qui veut dire qu'il faut réfléchir. La première chose, c'est réfléchir avant d'agir. Et ça, il y a un gros travail pour déconnecter ce monde de situation qu'il y a dans les parents, l'exemple que les enfants certains cas suivent. Donc nous qui sommes anciens, qui comprenons ça, et puis les générations à venir, que nous voulons former, nous voulons permettre qu'ils soient parmi nous, avec nous, lorsque nous faisons ces opérations-là, pour qu'ils puissent comprendre l'utilité, la nécessité de mettre griffe en terre. C'est ça qui est bon manger, c'est leur gratter. Quand on te dit aussi, c'est ça qui gratter des caniches douettes. C'est ça, là, c'est dans cet esprit-là que nous devons avancer. Tu voulais réagir parce que j'ai d'autres questions à lui poser, vas-y. Oui, alors ça m'a fait sourire le fait d'avoir dit qu'ils ont déposé les portables.
Parce que yo ti gen Ah, parce qu'il faut dire que tu étais là avec ta débourseuse à la main, et puis tout le monde a dit que petit moment à la main, ça comme ça. Allez, continue. Ah, non, oui. Allez. Parce que j'entendais souvent, tu sais, les anciens, les ancêtres dire ah oui, PlayStation, nanana, divertissement. Alors j'avoue, j'avais une PlayStation. Hein? Et quand elle est tombée en panne, c'est con, hein? Mais j'ai vu le monde autrement. Donc il y a une réalité. Et pourtant, malgré ma petite PlayStation là que j'affectionnais tant, je me trouvais quand même éveillée et dans l'action. Mais c'est réel parce que quand la PlayStation elle m'a quittée, elle a rendu l'âme, RIP, j'ai été plus, je suis allée plus dans la terre, effectivement. Je me suis occupée autrement, hein, parce que je m'ennuyais. Non, je me suis occupée autrement et j'ai trouvé limite, je sais pas, une passion, un mode de vie, quelque chose. Effectivement, c'est gratifiant de planter. Tu vois que tu plantes, tu vois la plante grandir, tu vois que tu récoltes le fruit de ta sueur. Et effectivement, il ne peut pas dire aïe, on laisse ça et ça belle, tout simplement, ça belle. Et là, je vous dis, à chaque fois, justement, j'avais économisé. Hein, attends, j'ai dit non, j'économise, hein, je rachète ma PlayStation. Hein. Moi, acheté en ton 2 épis. Donc, c'est vous dire. Mais c'est bel exemple. Voilà. Alors, je reviens sur une question qu'on avait abordée avant ton arrivée. Mais comme je sais que tu as été adjoint dans une commune, adjoint au maire, pendant longtemps, qu'est-ce qu'une collectivité peut faire concrètement pour aider le peuple à se préparer à affronter ces difficultés-là, ces catastrophes-là? On peut dire qu'une collectivité, surtout municipale, puisque c'est un collectif de personnes, peut faire beaucoup de choses. Mais là, il faut avoir les moyens, mais même quand on a les moyens, il faut avoir la volonté de faire. Aussi, mais la volonté de faire quoi? Avec qui? Savoir quoi faire. Déjà. Parce que c'est toujours dans la culture. La culture a été galvaudée, a été démontée. Donc, on est entré dans un système où on veut tout de suite. On ne connaît pas la douleur, le temps. On veut pas mettre du temps dans sa vie. Et ça c'est important. Parce que, au moment où on regarde 9 mois dans le boudin, on te l'a attendre. Si pour tout pendant 9 mois, là, il met un jour, donc il faut changer, on prend venir comme ça. Il y a tout un travail intérieur qui fait, on nous reconnaît tout ça qui était dans le moment, l'esprit, quoi et tout cas vivre en dedans, mais là, au dehors, donc on prend un temps pour vivre, il faut observer. Donc, en temps, je reviens sur la position de l'une des collectivités, parce que c'est en tête de liste, en mai, et pour nous, 20, 27, 30 colistiers, mais mon commune, mon quartier, qui connaît l'autre, mais l'esprit est tellement galvaudé que c'est difficile pour amener aux gens à un réel. Parce que nous sommes dans une vie superficielle, dans un rêve. Donc, pour entrer dans le réel, ça demande du temps, du courage et de l'abnégation. Donc, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas comprendre ton environnement, tu ne peux pas comprendre ce qui est autour de toi, alors que tu vis dedans. Donc, mais tu es là, mais comme tu n'as pas à l'esprit, tu n'as pas la culture qu'il fallait pour préserver, pour conserver, parce qu'on t'a fait quoi, tu n'as pas ça. Ouais, nous connaissons bientôt la fin du monde. Et nous profiter de la vie. Profiter de la vie de qui? Qui a fait la vie que tu profites dedans? Est-ce que c'est toi qui l'as construit, qui l'as conçu, ou bien c'est une vie éphémère qu'on t'a fait croire, qu'on t'a fait rêver, et puis tu es dedans. Donc il faut produire ta propre vie. Seul, tu ne vas pas y arriver. Donc il faut être plusieurs pour pouvoir bénéficier de cette vie. Donc même si dans le cadre d'un élu, tu as ces idées-là, tu les transmets, mais souvent ça vient, bon les gens, ouais, mais c'est qu'à dire ça, mais profitez de la vie, moi, vivre moi. Donc, parce que
tu as autour, dans l'environnement, tu as le système et tu as les moyens, les outils, les armes que le système a mis en place pour te conditionner, c'est les médias, la majeure partie. Parce que ces animateurs-là vivent de ça, vivent du système, c'est ceux qui les payent. Donc ils sont chargés de vendre ce rêve pour toi, de te faire accepter ce rêve. Ils sont derrière leur micro comme on est là, et puis ils te disent oui, bon, et à partir de demain, il y aura une vente flash, une promotion dans tel magasin, il faudra venir profiter avec ta carte Cafinéo. Donc tu vois, dans le conditionnement qu'on te met pour venir consommer, pour venir toujours rêver. Et il faut défaire ce rêve. Et défaire ce rêve, c'est nous tous ensemble, tous ceux qui ont compris la chose, donc, pour faire avancer. Mais j'ai même envie de dire, alors tu as utilisé le mot rêve, j'ai envie de dire une illusion. Comment dire, ils construisent l'illusion et ils nous gardent dans l'illusion. Parce que pour moi, le vrai rêve, c'est ce dont tu as parlé un peu plus tôt. C'est, par exemple, je sais pas, c'est que du bonheur. Moi, je me lève le matin, je fais mon petit café à l'ancienne, mon petit café, tu sais, je me lève un café en poudre, je fais couler le café. Je sors, et puis quand je vois le soleil sur mon jardin, et puis je me dis, il y a une petite feuille en plus. Waouh, tiens, le melon a pris, parce que je l'ai planté il n'y a pas longtemps, il n'est pas mort, il a pris. Ça, pour moi, ça, c'est le rêve, quand je me lève comme ça. Mais on est dans une société où, malheureusement, l'illusion